tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo légèrement particulière puisque c'est un sujet que je n'ai absolument pas encore abordé sur la chaîne YouTube et qui ne sera probablement pas un sujet très récurrent puisque je doute que beaucoup de personnes soient intéressées pour voir de nombreuses vidéos là-dessus, mais si jamais ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le confirmer en commentaire si vous voulez avoir d'autres vidéos à ce sujet. Comme vous avez pu le voir aux deux dernières vidéos, je suis allée visiter un zoo et un refuge. Aujourd'hui on parle d'écologie parce que je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment ou qu'on commence simplement à démocratiser. Et j'aimerais quand même rappeler que le réchauffement climatique dont nous sommes principalement la cause règne aujourd'hui un peu tous nos systèmes de consommation et toutes les conséquences catastrophiques que ça a sur la planète. Petit disclaimer avant de commencer à vous parler sérieusement, cette vidéo risque d'être très peu spontanée et fluide puisque j'ai pris des notes afin de ne pas vous dire de bêtises et de donner des chiffres, puisque je n'ai pas fait d'études dans l'écologie, j'ai simplement l'éducation collège, lycée qu'on m'a fournie en cours et je n'ai personne de ma famille qui travaille purement là-dedans, donc vraiment tout ce que j'ai fait c'est des recherches personnelles et mon expérience personnelle ainsi que mon éducation scolaire. Donc voilà, ça risque d'être un peu moins fun que les autres vidéos que je fais. Je m'en excuse par avance, mais je sentais vraiment le besoin d'en parler et de m'exprimer un peu sur ce sujet parce que c'est un peu source de critique. Donc voilà, j'avais besoin de mettre à plat. Et comme ça après vous faites ce que vous voulez de ces informations là. Et ça sera très bien pour tout le monde. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc l'écologie, qu'est-ce que c'est? Petite définition, étude des êtres vivants et de leurs relations avec le milieu où ils vivent. Donc globalement c'est un peu la faune et la flore qui nous entourent au quotidien, et celle d'ailleurs qu'on ne côtoie pas comme celle des océans. Je vais d'abord commencer par vous expliquer un peu comment ça entré dans ma vie. J'ai eu des parents qui m'ont toujours emmené visiter des zoos, des refuges, des associations, qui m'ont toujours fait regarder des films comme Avatar et Winter le Dauphin, pour ceux qui connaissent. Petits extraits d'Avatar et de Winter juste ici. Avatar, je pense que ça a été vraiment un déclencheur. J'avais 5 ou 6 ans quand je l'ai vu, puisqu'il est sorti en 2009, donc j'avais 5 ans quand il est sorti. Et je pense que la première fois que j'ai vu, j'avais 6 ou 7 ans, et je l'ai regardé par la suite, comme vous avez pu l'apprendre la semaine dernière, très récurremment. Pas la semaine dernière, il y a quelques semaines. Et pour ceux qui n'avaient pas compris l'implicite de ce film, on est quand même au départ sur une très grande sensibilisation au réchauffement climatique et à la colonisation des hommes sur la Terre et toutes les conséquences que ça apporte. Et les enjeux en fait qui sont au départ économiques bien évidemment. Et donc Winter qui est l'histoire d'un dauphin qui est retrouvé échoué sur une plage et qui va malheureusement devoir se faire amputer la queue car elle a été bloqué dans un filet de pêche. Donc encore une fois les conséquences sont dramatiques et elles sont causées par l'homme. C'est deux films qui m'ont vraiment bouleversée, que j'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois pendant plusieurs années et qui m'ont toujours touchée, qui m'ont, je pense, vraiment déclenché ce besoin de protéger la planète à mon échelle, de faire ma part. Donc voilà. J'ai, je pense aussi, eu la chance de vivre à la campagne. C'est toujours le cas d'ailleurs, sauf quand je fais mes études. Et il y a une autre raison, c'est que j'ai toujours eu des animaux de compagnie, donc forcément j'ai toujours fait attention à ce qu'ils aillent bien, parce que j'ai toujours en fait été confrontée à ce besoin tout le temps de protéger soit les animaux, soit la planète. Sauf qu'aujourd'hui, comme vous aurez pu le constater, les conséquences du réchauffement climatique actuel, elles sont absolument désastreuses. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'est le réchauffement climatique, si jamais il y a encore des personnes qui sont dans l'ignorance, laissez-moi vous donner une petite définition. Le réchauffement climatique est un phénomène causé par les gaz à effet de serre émis par les humains. Il se traduit par une augmentation très rapide de la température moyenne de l'atmosphère depuis les années 1850. Voilà, il y a une autre conséquence aussi qui est la modification du régime des pluies ou encore la fréquence et l'intensité d'événements extrêmes comme les vagues de chaleur, les inondations, les feux de forêt et les ouragans. Ça ne vous aura pas échappé, durant les 20 dernières années, il y a eu énormément de catastrophes climatiques comme de forts ouragans, Katrina pour ceux qui peut-être ont la référence. Il y a eu aussi des forts ouragans sur des îles au large du Pacifique, les feux de forêt en Amazonie, les feux de forêt en Australie. Je pense que franchement j'apprends rien à personne. Si vous n'êtes pas encore au courant de ces choses-là, vraiment documentez-vous. Il y a énormément de sites qui ressassent et qui regorgent d'informations concernant ces événements. Et c'est vraiment à portée de main de tout le monde.
Donc quelles sont les causes de ce réchauffement climatique? Si on ne regarde que les CO2 émis par combustion, la production d'électricité est le premier secteur responsable aux alentours de 40%. Voici un schéma sur lequel vous pouvez retrouver donc la répartition des émissions mondiales de CO2 par secteur économique en 2021. Donc c'est les chiffres les plus récents qu'il y ait. Il y en a probablement eu d'autres depuis, mais le site sur lequel je me suis renseignée proposait cela. Donc comme vous pouvez le voir, les transports sont à l'origine de 23%, le charbon à l'origine de 29%, les industries 23%. Donc globalement c'est le commerce et l'exploitation des minerais qui causent la plupart des émissions de CO2. Mais il n'y a pas que le CO2 qui est à l'origine du réchauffement climatique, puisque vous avez également le méthane, qui est le gaz émis par les vaches quand elles ont des gaz, qui représente énormément d'émissions de méthane. C'est d'ailleurs la vache qui est le principal émetteur de ce gaz. L'agriculture est en grande partie responsable du réchauffement climatique, chose un peu ironique quand on y pense. Et ces causes, elles ont un impact sur notre vie, en plus d'avoir un impact sur la nature, puisque certes, nos maisons sont détruites, il y a des gens qui en meurent, et je ne minimalise absolument pas ces effets, mais on est les premiers à se plaindre alors qu'on est les premières causes de ce réchauffement et de ces actes et de ces phénomènes, alors qu'en fait, la personne qui en pâtit le plus entre guillemets, c'est bien la planète, puisque ses sols, ses fonds marins, sa température, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, la fréquence des pluies, tous les éléments météorologiques et tous les sols sont impactés par ces événements. Donc c'est pas à négliger. Il y a des pièges auxquels on est confronté très souvent qui n'aident pas à pallier à ces problèmes d'émissions de CO2, et j'ai pris un exemple d'un domaine qui est le commerce, et en général le commerce vestimentaire. Il y a énormément de périodes dans l'année ou de choses qui sont mises en place par les grandes marques et par les instituts qui sont à l'origine en fait de petits actes par personne qui ont énormément d'impact. Par exemple, vous avez les soldes 2 fois par an sur les grandes saisons. Par exemple, aujourd'hui, là où je filme cette vidéo, c'est absolument le cas. Et tout à l'heure, j'étais sur un site internet qui me disait que si j'achetais pour 25 € de produit, j'avais un autre produit offert. J'avais besoin du produit offert, donc je m'étais dit que j'allais acheter quelque chose. Chose à laquelle on ne pense pas, c'est qu'on nous oblige à acheter quelque chose pour recevoir. Et ensuite, on nous dit qu'en fait, le produit offert, il est à 10 € supplémentaires. Donc finalement, il y a déjà du mensonge par ici. Un autre truc bête, c'est les rabais sur les frais de port. Quand vous allez sur un site, il y a très souvent la petite banderole en haut, livraison offerte des 35 € d'achat, 69 € d'achat, 85 € d'achat, ça dépend des produits que vous consommez, des produits que vous achetez sur les sites sur lesquels vous vous rendez. C'est pareil, c'est des choses qui, malgré tout, vous forcent à acheter plus que ce dont vous avez besoin. Donc on arrive sur le sujet de la surconsommation qui est présente dans tous les domaines dans notre vie, que ce soit sur le commerce, sur l'alimentation, sur l'utilisation du numérique. C'est présent, c'est omniprésent en fait. Partout dans votre vie, vous êtes confronté à la surconsommation parce que c'est un milieu, un modèle économique dans lequel on vit actuellement, puisque, encore une fois, le réchauffement climatique est principalement lié à un problème économique au départ. Il y a d'autres choses à prendre en compte quand vous vous rendez par exemple sur des sites style Shein ou Shein comme vous préférez le dire, Wish, Temu, qui sont des sites faits pour vous obliger à acheter énormément de choses qui ne coûtent pas cher. Donc on revient encore une fois sur ce principe de surconsommation, mais ce qui est pire, c'est qu'on vous vend des choses à très peu cher, d'une qualité très souvent très médiocre, qui nécessitent le travail entre guillemets dans des conditions absolument désastreuses de personnes généralement plus jeunes que vous, dans des espaces absolument pas indiqués pour ce genre de travaux, et qui travaillent très longtemps dans une journée, généralement 7 jours sur 7, sur des amplitudes horaires absolument indécentes et qui ne sont pas payés à un prix correct. La majorité de vos vêtements, quand vous les achetez sur des sites internet qui ne sont pas locaux, enfin qui ne proposent pas des produits locaux, si vous regardez bien, ils sont obligés d'indiquer la provenance des tissus et la provenance de la fabrication. Et généralement, quand vous vous rendez sur des sites comme Shein, Temu et Wish, les vêtements et les produits que vous achetez et que vous consommez par la suite sont généralement marqués avec la petite étiquette Made in China, Made in Indonesia, Made in Bengal. Vraiment, principalement, tous ces produits sont fabriqués en Asie. Et l'Asie est est déjà le continent le plus peuplé du monde. Et la Chine, en 20 ans, a réussi à augmenter de 11% sa consommation d'énergie au quotidien. Ce qui est absolument énorme. Mais ça ne représente en effet que une petite partie
par rapport aux États-Unis et à l'Europe de la consommation de certains émetteurs, elle est quand même la première source de consommation à dépasser les 11% en peu de 20 ans. Je suis pas sûre d'être très claire, je m'excuse encore une fois, c'est pas du tout mon domaine, je suis pas du tout habituée à m'exprimer par rapport à des faits et à des chiffres. Et également les offres promotionnelles que vous connaissez très probablement dans les magasins, quand on vous dit moins 40% sur le deuxième acheté, des choses bêtes que vous peut-être n'associez pas à ce genre d'impact, mais qui en effet ont un impact, puisque sans vous le dire, en fait, on vous fait acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin, mais parce qu'il y a une promo, vous allez en acheter deux. Et je suis la première à tomber dans ce genre de piège. Exemple bête, la semaine dernière, j'ai acheté un paquet de Twix de 10 et il y avait moins 40% sur le deuxième, donc j'en ai pris un deuxième, alors que j'avais pas du tout prévu d'acheter de Twix, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est la bonne occasion. Ensuite, on a des alternatives, des solutions, des actions qui sont mises en place par énormément de personnes dont on n'entend pas assez parler, et ça m'énerve parce qu'il y a des gens qui se tuent à la tâche pour réussir à nous convaincre et à nous sensibiliser à ce genre de solutions. Il y a des choses que vous pouvez appliquer au quotidien, comme les transports en commun, le covoiturage pour ceux qui travaillent loin de chez eux. Il y a des problèmes des gens qui travaillent aussi près de chez eux, mais qui ont des collègues qui vivent dans les communes alentours quand vous ne vivez pas en ville. Et quand vous vivez en ville, vous avez la possibilité d'entreprendre, d'acheter une carte de transport mensuelle pour utiliser les transports en commun. Alors certes, le confort il est un peu limité puisque vous êtes enfermé avec plusieurs personnes dans les transports en commun, je pense notamment au métro et au bus dans la région parisienne, et vous n'avez pas autant d'intimité que dans une voiture. Voilà, je suis consciente qu'il y a énormément de choses, vous êtes clairement pas victime, mais je n'ai plus le mot, des horaires, vous êtes contraint d'utiliser et de vous plier aux horaires des transports indiqués, mais la consommation gagnée en CO2 sur ce genre de trajet, elle est absolument énorme, puisqu'une voiture, quand vous êtes seul dedans et que vous mettez 1 heure dans les bouchons à arriver à votre travail, à mon avis, elle est bien plus élevée. J'ai pas les chiffres, mais je le sais. Et puis, quand vous prenez un bus, plus il y aura personne à prendre le bus, moins il y aura personne sur la route. Donc plus les transports en commun auront de la liberté sur la route et pourront aller plus vite, donc pourront vous mener à votre lieu de travail ou à votre destination en moins de temps qu'une voiture dans les bouchons. Il y a deux choses que vous pouvez faire quand vous habitez en campagne ou quand vous avez un jardin, c'est le récupérateur d'eau de pluie. Alors moi j'en ai pas chez moi, j'aimerais bien, mais c'est un investissement assez coûteux, mais qui par la suite sur un long terme peut vous permettre d'économiser énormément d'argent quand vous le reliez à votre système d'eau. Si vous le reliez à votre système d'eau pour votre eau de robinet, pour votre machine à laver, pour votre sèche-linge, pour votre douche, pour vos toilettes, le nombre de litres d'eau que vous pourriez économiser. Et encore une fois, on revient sur le sujet économique puisque c'est un investissement coûteux au départ sur du court terme. Sauf que sur du long terme, vous allez économiser de l'argent, vous allez moins consommer également parce que c'est fait, enfin c'est un chiffre. Vous allez peut-être dépenser, je sais pas moi, 2 000 € pour acheter votre récupérateur d'eau de pluie et là, sur du long terme, je sais pas, sur 3-4 ans, vous allez peut-être économiser 2 500 € de consommation d'eau. Et la chose importante aussi à retenir ici, c'est que l'eau que vous utiliserez ne sera pas potable. Alors vous pouvez la filtrer et la rendre potable si vous avez les moyens de mettre en place ce genre de système. Mais par exemple, l'eau des toilettes que vous utilisez est potable et à chaque chasse d'eau, alors à une époque c'était 12 litres, maintenant c'est 8 litres d'eau qui sont consommés. Il y a des personnes qui ont des toilettes sèches aussi pour éviter cette consommation d'eau. Mais en théorie, l'eau de vos toilettes, vous pourriez la boire puisqu'elle est effectivement potable. Je vous laisse vous renseigner sur ce sujet aussi s'il y en a qui sont intéressés. Et généralement, le récupérateur d'eau de pluie, si on veut le relier à notre système d'installation d'eau, il faut le faire avant la construction ou pendant la construction de la maison. Puisque une fois que tout le système est mis en place, il est extrêmement coûteux et compliqué de le modifier pour qu'il soit alimenté par l'eau de pluie récoltée. Autre chose, le régime sans viande ou... mon dieu... le régime sans produits issus d'animaux. Alors ça c'est un sujet extrêmement tabou qui met les gens en conflit et qui confronte un peu les personnalités. Je vais refaire rapidement la liste des régimes alimentaires qui existent puisque j'ai l'impression que les gens sont pas assez au courant et utilisent un peu des abus de langage quand il s'agit de ne pas manger de viande. J'entends très souvent « Ah mais t'es végane » alors que bah pas du tout, vraiment ça n'a rien à voir. Donc laissez-moi un peu vous récapituler. Il y a 5 régimes il me semble, je vais peut-être en rajouter un dans la liste que je vais vous citer. Tout d'abord, vous avez les flexitariens, qui sont des personnes qui essayent de limiter au maximum leur consommation de viande, sans pour autant arrêter complètement d'en consommer, dans le but de se rapprocher au maximum d'un régime végétarien. Ensuite, vous avez les pesco-végétariens. Ce sont des personnes qui ne mangent pas de viande rouge, mais qui acceptent encore de consommer de la viande blanche, donc comme le poisson. Les végétariens,
comme moi aujourd'hui, qui ne mangent ni poisson ni viande. Vous avez ensuite les végétaliens, qui sont les personnes qui mangent donc ni poisson ni viande rouge et qui en plus de ça ne consomment pas de produits issus d'animaux. J'entends par là les œufs, le lait, le miel, puisque ça nécessite le travail entre guillemets, même si c'est naturel de traire une vache parce qu'elle a besoin qu'on lui traite les pieds, ou qu'une abeille fabrique du miel puisque c'est son but dans la vie, elle ne fait que ça, c'est son instinct. Et enfin, vous avez les personnes qui sont véganes, et il y a déjà 2 régimes alimentaires entre vegan et végétarien, pour ceux qui l'auront remarqué. C'est les personnes qui associent un mode de consommation au régime végétalien. C'est-à-dire qu'en plus de ne pas consommer de produits animaux alimentairement parlant, ils ne vont pas non plus en consommer pour leur mode de vie au quotidien. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas porter de chaussures en cuir, puisque ça nécessite le meurtre d'une vache. Ils ne vont pas consommer de produits en laine de mouton puisque ça nécessite de tondre un mouton, même si encore une fois il en a besoin pour survivre. Il y en a qui associent ça à de la maltraitance ou à de l'exploitation animale. Ce que je peux comprendre, moi j'estime qu'une vache une fois qu'elle est morte, autant utiliser son cuir puisque sinon c'est du déchet et le mouton il a besoin qu'on le tonde pour survivre. Après il y a des conditions qui sont parfois pas optimales pour l'animal, ça je peux tout à fait le comprendre. Mais du coup, il faut encore une fois se renseigner sur la source et la provenance de nos produits. C'est vraiment la chose la plus importante à faire quand vous consommez. C'est un autre point que je voulais aborder, la consommation des produits alimentaires que vous avez. Il faut essayer au maximum essayer au maximum de réduire son impact écologique en vous fournissant dans des magasins bio qui proposent des produits issus de l'agriculture biologique, donc qui ont normalement un impact très faible au niveau du CO2, en tout cas sur leur moment de cultivation. Il faut essayer au maximum, vous pouvez essayer au maximum de vous fournir en produits locaux, je pense notamment aux fruits et légumes, mais également au niveau de la viande. Quand vous vivez dans des campagnes, généralement il y a des fermes qui sont pas très loin de chez vous, vous pouvez vous fournir en lait et en viande auprès de ces personnes. Et la consommation de plastique au niveau alimentaire est absolument indécente. Quand vous achetez quelque chose, vous avez maintenant la possibilité dans beaucoup de grandes surfaces de vous fournir en vrac. C'est quelque chose qui n'est pas encore très développé dans les grandes surfaces, principalement dans les surfaces biologiques comme les Biocop, mais vous pouvez vous servir en lessive, recharger par exemple vos lessives, vos savons, vos liquides vaisselle. Vous pouvez également vous servir au niveau des céréales maintenant énormément en vrac, les fruits secs, etc. Donc ça c'est des actes qui peuvent vous faire économiser énormément d'impact de CO2 au niveau de l'emballage et au niveau de la provenance, puisque du coup plus un produit vient de loin, plus il consomme de CO2 sur son trajet. Soit parce qu'il est acheminé en avion, soit en bateau, soit en véhicule motorisé, mais dans tous les cas, l'impact écologique à partir du moment où vous sortez de la France, il est forcément plus élevé que s'il était produit en France. Ce qui est problématique ici, c'est que tous ces aliments qu'on vous propose avec des solutions écologiques sont généralement plus chers que des aliments qui malheureusement ont un impact de CO2 plus élevé. Encore une fois, on revient au problème économique du réchauffement climatique, mais ça c'est des actions ici où vous ne gagnerez pas d'argent, contrairement par exemple au récupérateur de pluie dont je vous parlais tout à l'heure, puisque on ne va pas vous rembourser à long terme votre consommation de céréales ou celle de vos abricots secs. Donc c'est un sujet sur lequel il faut être capable de se dire que soit on met d'abord en priorité sa consommation et son impact écologique, soit on n'a pas les moyens, ou alors on peut faire que certaines actions de temps en temps. Par exemple, je sais pas, si vous faites 6 fois les courses dans le mois, il y a une fois où vous allez sur vos 6 fois faire vos courses dans une Biocop, ou alors vous achetez du vrac. Les emballages que vous utilisez d'ailleurs pour le vrac, vous pouvez les trouver maintenant en tissu et vous pouvez les réutiliser indéfiniment après lavage. Donc c'est une solution qui vous permet aussi d'économiser les emballages. Ensuite, vous avez la possibilité de vous documenter. Il y a énormément de personnes qui créent des documentaires à propos d'énormément de sujets différents qui sont liés au réchauffement climatique, qu'ils en soient la cause ou la conséquence. Donc je pense notamment au documentaire Sur le front de Hugo Clément, que je vous mettrai dont je vous mettrai le lien en barre d'infos et sur l'écran, qui propose des documentaires sur des sujets individuels comme l'exploitation des forêts, je suis pas en anglais, des forêts pardon, le gaspillage alimentaire, un documentaire que j'ai regardé il y a quelques jours, l'utilisation et l'acheminement des produits que vous mettez, par exemple des vêtements que vous mettez dans les cabines relais.
Enfin voilà, moi je vous conseille sincèrement d'aller vous renseigner un petit peu. Il y en a énormément des documentaires sur l'écologie. Sur Netflix, vous avez un documentaire qui s'appelle Our Planet, qui est basé principalement sur les animaux, si je dis pas de bêtises. Mais au moins ça vous apprend énormément de choses sur leur consommation et sur les impacts et les causes de ces produits et de ces actions. Ensuite, il y a quelque chose à laquelle beaucoup de gens peuvent participer, ce sont les manifestations. Alors il n'y en a pas forcément énormément dans toutes les régions et dans tous les départements, puisque ce sont généralement des actions menées par des grandes personnes politiques ou par des personnes qui sont à la tête d'associations, qui font partie d'entreprises. Voilà, les manifestations, il y a des journées également qui sont indiquées pour le climat, pour certains animaux, qui vous permettent de faire des dons, tout comme les actions contre le cancer, contre le sida ou contre la mucoviscidose, c'est un peu le même principe. Et il y a également des campagnes de sensibilisation qui sont faites, par exemple dans les écoles, aux élèves, où des intervenants viennent expliquer le système, l'écosystème par exemple d'une forêt ou d'un terrain vague à des élèves et qui expliquent les conséquences que ça peut avoir si on détruit ces écosystèmes en construisant par exemple des bâtiments. Et il me restait 2 éléments pour cette partie qui sont la mise en place de lois de restrictions sur l'agriculture au niveau des produits utilisés pour accélérer l'agriculture qui ne sont absolument pas indiqués pour l'écologie. Également sur la composition et l'utilisation de certains produits, je pense notamment au maquillage qui maintenant doivent indiquer si des tests ont été faits sur des animaux. Vous avez également la restriction et l'interdiction de la détention de certaines espèces dans certaines structures. Alors il y a une loi dont je n'ai plus l'année en tête qui a été mise en place d'ici à, il me semble, parce que je ne suis plus sûre de la date, 2027 à 2030, les animaux n'auront plus le droit d'être exploités pour des cirques. Et ça va valoir également pour les structures qui accueillent des animaux seulement pour le spectacle, comme Marineland, qui est actuellement un cas absolument bouleversant. Il y a des orques actuellement à Marineland en France qui vont être expédiés en Chine, au Japon, il me semble d'ailleurs, pas en Chine, afin de continuer à faire des spectacles là-bas puisque les lois n'interdisent pas encore dans ces pays d'exploiter ces animaux seulement pour un aspect économique. C'est des sujets extrêmement sensibles puisque il n'y a nulle part où on peut détenir ces animaux sans les exploiter d'une certaine façon à aujourd'hui, que ce soit pour des spectacles ou pour un but lucratif. Et malheureusement, on n'a pas de structure adaptée et pas de financement qui nous permettent de les conserver et de les garder en sécurité afin qu'ils puissent s'épanouir. Et nous ne sommes pas en mesure de les relâcher dans la nature puisqu'ils n'ont absolument plus aucun instinct, ils ne seraient pas capables de se débrouiller tout seuls. Il y a une histoire d'ailleurs qui me fait penser à ça, c'est l'histoire de l'orque qui a été utilisé pour jouer Willy dans Il faut sauver Willy. Orque qui a été relâchée après son exploitation pour le film et qui malheureusement est décédée parce qu'elle a de nombreuses fois essayé de rejoindre le bateau qui l'avait abandonné et qu'il avait relâché après le tournage du film. Et elle n'était absolument plus capable de survivre sans les humains, elle revenait toujours les voir et donc elle est décédée des suites de ces conditions de détention quelques années après la fin du tournage il me semble. Il y a d'ailleurs des vidéos qui doivent probablement expliquer ça, donc je vous invite à aller pareil vous renseigner. Et enfin, quelque chose qui est sûrement à la portée de tous, ce sont les associations. Les associations pour garder des animaux, enfin pour récupérer des animaux qui ont été retrouvés dans de mauvaises conditions. Vous avez des associations comme Greenpeace, Sea Shepherd, 4Ocean qui sont des institutions internationales qui ont généralement une filière par grand pays et qui vous permettent soit de faire des dons, soit d'agir près de chez vous. Dans les grandes villes par exemple, il y a toujours il y a en France 34, si je ne me trompe pas sur le chiffre, on va dire locaux pour Greenpeace. Il y en a d'ailleurs un près de la ville où je fais mes études, auquel j'aimerais bien adhérer à la rentrée, qui sont des associations qui mettent en place des journées de sensibilisation, des journées d'action, de dépollution. Donc vous pouvez vraiment agir à votre échelle en rejoignant ces fondations. Et si vous n'êtes pas en mesure de donner de votre temps, vous pouvez également donner de votre argent. Voilà, il y a quelque chose que vous pouvez également faire, c'est ne pas visiter des zoos, ne pas visiter de parcs aquatiques dans lesquels il y a des animaux qui sont exploités seulement pour les spectacles et dont les conditions de détention ne sont pas forcément adaptées, généralement pas adaptées d'ailleurs. Voilà, c'est des choses que vous pouvez faire. Il faut se faire violence des fois pour l'écologie et c'est ce que beaucoup de personnes ont du mal à faire. J'en ai fini avec cette partie. Je vais maintenant vous parler un peu de la mise en place que moi je fais dans mon quotidien. Alors ça va être très bref parce que je vais simplement me contenter de vous faire un peu la liste en très rapide
parce qu'on va pas s'attarder un peu sur moi, mais donc je mets, comme vous avez pu le comprendre, en place un régime végétarien. J'utilise les transports en commun ou la marche quasiment maintenant tout le temps quand c'est possible. Je mets en place le tri sélectif, qui d'ailleurs a été énormément boosté et privilégié depuis la mise en place des cartons qui vous permettent, des badges qui vous permettent d'accéder aux poubelles, avec seulement 52 entrées par ouverture de conteneurs par an. Donc qui ont forcé les gens à réduire leur consommation de déchets en général et qui les ont d'ailleurs poussés au tri sélectif. J'utilise quand c'est possible des produits d'hygiène solides comme le savon ou le shampoing. Je réutilise mes objets, c'est-à-dire que quand j'ai quelque chose qui ne me sert plus pour telle ou telle chose, je pense notamment à des sacs, je leur trouve toujours une utilisation ou alors je les conserve, je les jette pas tant qu'ils sont utilisables. C'est pareil pour les vêtements que je maintenant n'achète seulement en seconde main ou en produits de déstockage de fin de série qui sont à prix réduit. Je rachète seulement des produits numériques reconditionnés ou de seconde main. Ça a été le cas pour ma Wii que j'ai racheté sur Vinted ou pour mon téléphone et mon PC qui j'ai tous les deux rachetés sur Mac Market. Je regarde énormément de documentaires. Alors enfin énormément à mon échelle c'est un par mois mais c'est déjà ça. Je ramasse des déchets seule ou alors j'ai déjà mis en place une demi-journée de ramassage de déchets dans ma commune. Je n'utilise ni chauffage ni climatisation. Le chauffage c'est ma mère qui m'oblige à le mettre dans ma chambre parce que pour des raisons sanitaires, si je ne chauffe pas ma chambre, les murs forcément vont s'humidifier. Donc on va éviter un peu de démolir la maison, mais je refuse, par exemple dans mon appartement, je le mettais très très bas et je préfère dormir avec des gants, avec 3 pulls, un plaid, une couette et 2 paires de chaussettes plutôt que de mettre le chauffage. Donc je n'utilise pas non plus de climatisation. Quand j'ai des produits, par exemple cet ordinateur est en train de charger là maintenant tout de suite. Et cette nuit il ne chargera pas, alors il sera déjà chargé avant, donc pas nécessaire. Mais je ne laisse jamais de produits à charger la nuit, ça consomme énormément d'énergie, même une fois que l'appareil est chargé à 100%. Les livres, je les achète de seconde main sur Vinted, Le Bon Coin ou dans des brocantes. Et j'ai fait le tour pour la mise en place que je fais. Maintenant j'ai des points faibles, je ne suis absolument pas parfaite dans ma consommation. J'ai une forte consommation de numérique, je consomme du streaming à foison. Voici une vidéo de Camille Etienne qui explique bien mieux que moi les conséquences de ces utilisations. La consommation mondiale de streaming vidéo émet 300 millions de tonnes de CO2 dans le monde chaque année. C'est énorme. Tu sais que le plus c'est le porno en fait. J'avoue, j'ai particulièrement bossé sur cette partie. En effet, les vidéos à contenu pornographique émettent chaque année 82 millions de tonnes de CO2. Par exemple, un smartphone, c'est 82 kilos de matières premières. Je consomme énormément d'eau au moment de mes douches, chose dont je suis absolument consciente, mais que je n'arrive pas à réduire. Donc c'est un des objectifs que j'aimerais mettre en place, en plus du régime végétalien, de la politique zéro déchet qui vise à ne pas consommer, à ne pas rejeter de déchets après consommation alimentaire, par exemple, ou vestimentaire, etc. Et j'aimerais réduire encore une fois ma consommation de produits non émetteurs de CO2. Augmenter ma consommation de produits non émetteurs de CO2, donc comme des produits locaux au niveau des fruits et des légumes. Chose que j'essaie déjà de mettre en place quand je vais dans un magasin et chercher des fruits et légumes et que je vois qu'il y en a un qui vient de France, et ben je prends celui de France même s'il coûte plus cher que celui d'Espagne. Parce qu'il vient de moins loin, les personnes sont mieux payées en France et en plus de ça, il y a des produits en Espagne qui sont utilisés pour l'agriculture qui ne sont pas autorisés en France puisque leur impact écologique est absolument dévastateur. Et je pense que j'ai fait le tour pour ça. Il y a deux personnalités que je vous recommande absolument d'aller suivre sur les réseaux sociaux. Ce sont Hugo Clément qui est donc à l'origine du documentaire Sur le front dont je vous ai parlé, qui est diffusé tous les dimanches soirs à certaines périodes de l'année. Et donc Camille Etienne qui est une porte-parole de l'écologie à aujourd'hui. C'est un peu l'équivalent de Greta Thunberg pour nous. Greta Thunberg que vous pouvez également aller suivre sur les réseaux sociaux. Qui a des actions un peu controversées pour certains qui estiment qu'elle est un peu fada. Mais moi je trouve pas. Je pense qu'elle est juste passionnée et consciente du problème. Et Camille Etienne a mis en place énormément de choses pour la planète. Elle continue de le faire. Elle continue de faire des vidéos de sensibilisation sur son Instagram où elle vous explique par exemple pourquoi il n'est pas bien d'acheter certaines poêles. Enfin franchement elle fait des vidéos très courtes. Elle est aussi active sur TikTok. Alors moi je n'ai pas TikTok, ça c'est aussi d'ailleurs quelque chose que vous pouvez mettre en place, c'est des limiteurs de temps sur vos applications pour réduire votre consommation de numérique et également de vous débarrasser de certaines applications qui, on le sait, ont énormément d'impact écologique au niveau de l'émission de CO2. Je pense notamment à TikTok, à Instagram. Il est difficile d'ailleurs de se séparer de certains de ces réseaux sociaux. Moi pour ma part je n'utilise qu'Instagram, je fais au maximum déjà pour limiter ma consommation sur ce réseau social. Mais c'est des actions qu'il faut se forcer à faire et il faut se faire violence encore une fois. Et donc vous pouvez également, pour terminer cette vidéo, je voulais vous inviter à aller faire votre calcul de votre empreinte de CO2.
Alors le site, il existe, il s'appelle nosgestesclimat.fr. Vous pouvez aller calculer votre empreinte carbone. Voici la mienne, je l'avais faite l'année dernière, elle était plus élevée de 1, quelque chose tonnes. Voilà, j'espère pouvoir la réduire encore l'année prochaine. Vous pouvez également retrouver sur ce site des astuces pour limiter votre consommation dans les différents domaines sur lesquels vous êtes questionné pour délivrer votre empreinte carbone en chiffres. Et je vais également vous mettre en barre d'infos pas mal de sites qui permettent de limiter votre consommation, de limiter votre consommation de déchets, de plein de choses, de personnes qui ont mis en place ça, qui sont des personnes lambda du quotidien, qui arrivent à trouver des astuces pour, en évitant de dépenser trop d'argent, avoir un impact plus faible sur la planète de façon quotidienne. Donc voilà, je vais m'arrêter là, ça fait déjà une très longue vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop ennuyant, pardon. J'ai eu un peu de mal à m'exprimer à pas mal de reprises parce que c'est pas du tout un sujet que je maîtrise et duquel je suis habituée à parler de cette façon. Si jamais vous avez des questions ou des recommandations pour consommer moins, pour rejeter moins, n'hésitez pas à me les faire partager en commentaire et aux personnes qui sont autour de vous. Si jamais cette vidéo vous a plu, et bien n'hésitez pas non plus à la partager, il faut vraiment qu'on fasse du bruit pour que la planète soit sauvée. Et j'espère sincèrement que pour les personnes qui n'étaient pas au courant de l'impact ou qui aimeraient mettre en place certaines choses, cette vidéo vous aura aidé à faire un pas. Même si c'en est qu'un, je serais déjà très contente que ça se fasse. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je pense que j'ai déjà suffisamment parlé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!